Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous pour partager et échanger, parce que c'est toujours une formidable occasion de progresser en se nourrissant les uns avec les autres. Donc j'espère que vous entendez au fond également, sinon non, il faut baisser la voix. D'accord, donc je vais essayer sans crier. Par rapport à ce qui a été dit par notre collègue de Lafarge, je viens également du milieu opérationnel de la production et, j'allais dire presque naturellement, je suis arrivé dans le milieu de la sécurité, santé, environnement, avec un background qui n'était pas au niveau académique, celui que peuvent avoir nos excellents orateurs et professeurs ici même, mais l'idée quand même, en tant qu'opérationnel, chaque fois ça a été, est-ce qu'on peut donner du sens notamment à nos actions et aux moyens de piloter nos actions, de manière à motiver les équipes et essayer au final, évidemment, d'être le plus efficace possible. Ça m'a amené donc à creuser ces sujets. J'ai éprouvé des difficultés assez importantes. Je pense que certains d'entre vous y ont goûté également, à utiliser des taux de fréquence et des taux de gravité pour évaluer et mesurer une performance. De là, un certain nombre de questionnements et qui m'ont amené à faire plus tard, et depuis maintenant à peu près 7 ans, des activités d'enseignement et de recherche sur ces mêmes sujets, voire j'ai commis quelques articles, notamment vous verrez quelques résultats qui sont extraits d'une publication dans une conférence aux USA en mois de juin. Mais vraiment, c'est ce cheminement donc, de l'opérationnel pour comprendre mieux son activité et mieux comment piloter les choses. Le questionnement, il est également dans une quête globale. Voilà, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, notamment dans les domaines de la sécurité et de la santé. Surtout quand on regarde des chiffres qui sont quand même issus de l'Organisation mondiale de la santé, qui doivent nous faire réfléchir. Il y a environ, et vous le savez, plus de 2 millions de morts au travail tous les ans. 80% d'ailleurs ont des causes de maladies professionnelles. Donc on est vraiment sur l'axe santé. 20%, c'est déjà énorme évidemment, et c'est trop pour les deux, 20% relèvent de l'accidentologie au travail. Donc un effet, on va dire, aigu et immédiat. Ça donne donc environ 300 000 morts. 20% sont d'ailleurs issus du monde de la construction et du bâtiment. Voilà, ça c'est le tableau général. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre un peu mieux les situations et surtout agir et les améliorer? C'est bien sûr l'objectif. Déjà, qu'est-ce que la sécurité et la santé? En tant qu'opérationnel, je me suis beaucoup interrogé là-dessus et j'ai eu peu de pistes au départ de solutions. J'ai, comme tout le monde, écouté des personnes qui étaient des sachants sur le sujet, nous indiquaient que la sécurité au départ ou la santé c'était peut-être une priorité. Ensuite, comme les priorités pouvaient changer, c'était peut-être une valeur. D'ailleurs, à ce titre-là, lors des 10 ans de l'ICSI, il y a eu une référence à Comte-Sponville qui était citée par un des intervenants. Je crois que c'était au sujet de la transparence. C'est intéressant aussi de se rappeler ce qu'il pouvait dire sur une phrase qu'on entend souvent, la valeur travail. Et il rappelle tout simplement, de son point de vue évidemment de philosophe, le travail ce n'est pas une valeur. Partant de ce constat-là, j'ai essayé de trouver un petit peu les définitions qui pouvaient nous éclairer, et bien sûr en partant de ce qui existe au niveau de l'ONU. Donc la définition par exemple de la santé, vous la connaissez, hein, elle n'a pas changé depuis 1948, c'est le bien-être physique, moral, il y a un développement. Mais ce qui est surtout intéressant, très intéressant, c'est les travaux qui ont suivi, et notamment la charte d'Ottawa, une vingtaine d'années plus tard,
qui indique que la santé, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une priorité, c'est juste une ressource pour les individus pour accomplir leur but professionnel ou personnel. C'est-à-dire que quand on est en bonne santé, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Le sport qu'on a envie de faire, l'activité éventuellement professionnelle qui nous intéresse, etc. J'ai trouvé le point de vue intéressant qui rejoint tous les aspects qu'on peut évoquer. Comment intégrer la sécurité et la santé dans une entreprise, quelle est sa place dans la stratégie. En fait, un petit éclairage pourrait être celui-ci, c'est-à-dire à partir du moment où on performe dans ces domaines-là, ça nous donne un avantage très sérieux pour faire tout le reste, qui est évidemment aussi un des buts de l'entreprise, comme c'était d'ailleurs évoqué pour la pêche par René Amalgame. Vous voyez au niveau du titre, c'est une discussion ouverte sur les indicateurs, il n'y a pas de volonté d'avoir un message académique très fort, mais vision opérationnelle simplement de qu'est-ce qu'on peut utiliser et finalement, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à utiliser certains indicateurs, on va dire traditionnels. Alors juste pour étoffer le sujet et être toujours prudent, on doit faire un peu attention à ce qu'on compte et aussi à la signification de ce que l'on veut mesurer. Voilà. Et pour entrer dans le vif du sujet, c'est une étude que j'ai menée en réfléchissant sur les indicateurs. Une grande entreprise internationale, donc avec un nombre de personnes qui travaillent dans cette entreprise en nombre suffisant pour que les statistiques soient, on va dire, robustes. Et ici, vous avez sur 10 ans le taux de fréquence conventionnel. C'est en tout cas les informations qui sont disponibles au niveau du public sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve au niveau des rapports de développement durable de cette société un engagement très fort pour améliorer vraiment, et également d'un point de vue managérial, la sécurité et la santé au travail. Et on voit une amélioration sur 10 ans qui est extrêmement importante. Donc, beaucoup d'actions ont été réalisées pour amener à ce résultat. Et en contrepartie, et ça a été évoqué aussi par nos intervenants de tout à l'heure, qu'en est-il de la gravité? Il se trouve que dans ce cas-là, la gravité baisse également. Alors, on sent que la gravité baisse moins, mais elle baisse de toute manière. Et quand on regarde soit celle-là, et c'est a priori ce que l'on regarde d'abord et parfois essentiellement, donc on regarde une courbe de ce type et on se dit tout va bien. Et on regarde assez peu souvent finalement la gravité. Dans ce cas-là, les deux s'améliorent. Mais est-ce qu'on améliore réellement la maîtrise des risques en regardant ces deux aspects? J'ai essayé de combiner un petit peu les diverses informations, notamment le ratio entre la gravité et la fréquence. C'est une manipulation très très simple qui vous donne de toute façon le nombre de jours d'arrêt par accident avec arrêt. Eh bien, quasi linéairement, hein, c'est pas des rocket science, mais c'est juste intéressant de voir que, au fur et à mesure que le taux de fréquence diminuait, donc la gravité moyenne des accidents avec arrêt augmentait. Ça nous amène à nous interroger sur quel type d'événement on avait éliminé, c'est-à-dire sur quelle cause on avait finalement agi. Voilà. Donc vous avez un croisement de ces courbes qui est quand même assez intéressant. Par ailleurs, une grande difficulté que l'on a tous, c'est également à mesurer la performance, ou plus modestement ces indicateurs, au niveau des personnels organiques de l'entreprise, mais également des entreprises dites intervenantes ou extérieures. Où là, on a peut-être plus de mal à obtenir certaines informations, notamment les heures travaillées, bien évidemment. Si, dans un premier temps, nous faisons un zoom sur le personnel organique de l'entreprise, eh bien, vous voyez, c'est toujours la même courbe, évidemment, au niveau du taux de fréquence.
Ça, c'est le nombre de morts. Il est quasiment constant. Alors ça amène évidemment une réflexion sur les causes qui provoquent des accidents avec arrêt et les causes qui provoquent des accidents mortels. Si une des courbes diminue et l'autre reste quasi constante, on sent qu'il y a un découplage des causes. Donc, par rapport au modèle d'Heinrich ou de Bird qui a été évoqué également ce matin, il y a juste un problème lié à ça, c'est-à-dire une remise en cause de ce modèle qui n'est jamais une réalité en fait. Un modèle, c'est toujours une représentation que l'on a pour essayer de comprendre et puis de proposer des modèles d'action. Mais ça n'est jamais le reflet complet de la réalité. Et là, vous avez, avec un exemple aussi basique que celui-ci, le fait que dans cet exemple-là, restons prudents, la pyramide d'Heinrich ne fonctionne strictement pas. Alors c'est intéressant aussi de regarder le modèle d'Heinrich, comment il a été bâti. Vous le savez, ça date de 1931. En fait, il y a eu 5 éditions. Je ne parlerai pas de la dernière dans les années 80, puisque c'était après la mort d'Heinrich. Mais de 1931 à 1959, vous avez 4 éditions. Je n'ai lu que la 4e de 1959. C'est tout à fait significatif. Cette pyramide a été bâtie dans les années donc 30, dans des ateliers de production en utilisant beaucoup d'équipements mécaniques. 5000 cas avec tout ce qu'on pouvait avoir comme incertitude sur la traçabilité, l'identification des cas. Et donc, ce modèle bâti sur 5000 cas, évidemment, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc il le dit bien hein, dans son livre. Attention aux utilisations qui peuvent en être faites. Mais il se trouve que ce modèle, parce qu'il a eu aussi certains effets positifs, qu'il ne faut pas non plus renier, a mené à considérer que, en diminuant la plupart des événements, et notamment la base de la pyramide, on réussirait à éliminer les plus grands. Ça nous amène à quelque chose que citait Yvan tout à l'heure sur les accidents majeurs. Il y a la même interrogation dans le rapport Baker, hein, notamment Nancy Levinson au MIT a beaucoup contribué à ce rapport. Vous avez au niveau de l'introduction du rapport une phrase qui dit nous pensons, mais ça n'est pas démontré. Hein. Nous croyons qu'il y a donc une erreur d'appréciation sur la mesure de la performance, notamment avec des indicateurs de cette nature. Puisque vous le savez, pour l'accident de Texas City, globalement, le taux de fréquence avait été diminué de 70% en quelques années, mais ça n'était pas représentatif du fameux PSM, Process Safety Management, mais ce n'était qu'une affirmation, et vous pouvez avoir des affirmations contraires. Là, il se trouve que dans un exemple relativement modeste, on met à mal, quelque part, le modèle. Ça, c'est pour les employés organiques. Qu'en est-il des employés des entreprises intervenantes? Alors, c'est intéressant de le regarder. Alors là, ce n'est pas un taux, c'est un nombre d'accidents. Puisqu'il est relativement compliqué, et je ne l'ai pas retrouvé dans les rapports, d'avoir les heures. Vous avez le nombre d'accidents avec arrêt des entreprises intervenantes, et ça, c'est le nombre de morts. Vous avez une chute extraordinaire, très importante, du nombre d'accidents avec arrêt des entreprises intervenantes, et un nombre de morts qui est quand même, suivant la réglementation, suivant l'éthique, suivant la morale, dans le sens le plus noble du terme, à prendre en considération d'abord. Donc on a beaucoup agi là-dessus, et ça reste quand même une source intéressante de questionnement sur l'efficacité du pilotage, parce que si on a réussi donc à améliorer cette situation, ça veut dire qu'on avait agi sur les causes qui amélioraient ces situations. Si on n'a pas réussi à améliorer, et c'est très sensiblement linéaire, constant, à un niveau qui est quand même dramatique, hein. C'est à peu près 25 morts par an. 25 morts par an. Un tous les 15 jours. C'est quand même quelque chose qui fait réfléchir. Qui doit faire réfléchir.
Et là, ça ne bouge pas. Voilà. Donc l'idée, c'était de réfléchir à ça. Alors pour aller un petit peu plus loin, je ne l'ai pas fait dans cet exemple, mais je viens de le terminer à peine sur l'industrie du bâtiment à l'échelle mondiale. On arrive à trouver le découplage des causes qui induisent les morts et des causes qui induisent les accidents. Ce qui veut dire que la stratégie de prévention, de réduction des accidents avec arrêt, qu'il faut faire, évidemment, on n'est pas en train de les opposer. La prévention, c'est quelque chose de global. La santé, c'est quelque chose de global. Mais il faut savoir quels sont les objectifs que l'on a à traiter et d'avoir les bonnes stratégies pour chacun des aspects. Ne pas trop simplifier les modèles pour savoir où on doit appuyer par rapport aux stratégies définies. Voilà. Et encore une fois, modestement, ce n'est qu'un exemple. Alors normalement, il devait y avoir le son, mais je vous laisse découvrir, en conclusion, un petit message subliminal. Voilà. Je vous remercie de votre attention.